Les domaines sur lesquels on applique cette réflexion, on les a circonscrits d'une façon assez claire. Il y a donc ce qu'on appelle les musées 3.0. Donc c'est effectivement comment introduire des médiations interactives numériques dans les musées pour dynamiser un peu l'offre muséale, mais aussi pour capter de nouveaux publics, c'est-à-dire pour aider finalement ces établissements culturels à générer de nouveaux flux de revenus. Donc là, on a choisi un sujet pour l'instant très spécifique, qui sont les visites familiales interactives. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait un réel vide, c'est-à-dire que les musées sont très compétents évidemment pour accueillir un adulte sur l'exposition permanente. Évidemment, ils ont un savoir-faire de médiation muséale qui est tout à fait intéressant. Ils sont très aussi experts dans la médiation scolaire. Ils savent accueillir des groupes scolaires encadrés par leurs enseignants. Ils savent construire une relation avec l'enseignant dans le cadre d'une séquence pédagogique. Et il y a en fait un problème quand même qui est juste la famille qui arrive au musée, parce qu'évidemment on ne peut pas mettre un médiateur culturel derrière chaque famille. On peut mettre un audio guide, on peut mettre des choses comme ça, mais si on veut innover un peu, il faut peut-être renouveler un peu cette médiation. Et là, justement, le support numérique ou l'interface numérique peut apporter quelque chose, peut permettre d'apporter une expérience nouvelle, gratifiante, et peut peut-être aussi exploiter les compétences que les enfants amènent au musée, puisque souvent les enfants ont des compétences, maîtrisent bien un certain nombre d'univers numériques, de formes de jeux ou de jeux canoniques que l'on va retrouver dans le jeu vidéo, etc., dans des applications ludiques. Et donc il faut aussi valoriser ce savoir-faire de l'enfant pour l'intéresser finalement à l'exposition ou à ce qui est présenté dans le musée comme thématique. On a un deuxième thème qui est effectivement ce qu'on a appelé les archives augmentées. Parce que si vous voulez passer au numérique, il va falloir commencer par numériser votre fond de documents, d'images, d'objets. Et là, ensuite, il va falloir faire tout un travail assez fin pour justement travailler les métadonnées des éléments que vous aurez numérisés de façon à permettre au musée de flexibiliser ses projets d'exposition, d'événements, en facilitant les recherches dans un fond qui peut être assez complexe. Et donc finalement, en augmentant les archives, en faisant en sorte que le fond soit numérisé et surtout bien indexé avec des métadonnées, on peut peut-être apporter une grande flexibilité dans l'organisation et faire gagner aussi beaucoup d'efficacité au musée dans leur façon de travailler et de préparer un certain nombre d'événements. Donc, il y a ce premier aspect, puis il y a le deuxième aspect, c'est que certains musées ont des fonds extrêmement riches. Alors si on prend des exemples locaux ici, le musée du papier a un fonds énorme d'étiquettes de camembert, donc ça peut paraître original, enfin c'est original, c'est surtout ce musée a bénéficié de dons d'archives d'entreprises, et comme les imprimeurs d'Angoulême étaient très réputés au niveau national, en fait ils ont un historique aussi énorme, et l'entreprise Garneau a des milliers d'étiquettes de camembert sur une très longue période. Donc c'est de la culture populaire, c'est un fonds intéressant. Mais maintenant, si on le numérise, il faut évidemment se poser la question, pourquoi faire ? C'est-à-dire, si c'est pour attirer de nouveaux publics au musée, il faut commencer par cette réflexion auquel les musées ne sont pas forcément habitués, qu'on pourrait qualifier d'un peu marketing, c'est-à-dire qui veut-on attirer dans ce musée, et en fonction des thématiques ou des types d'expositions qu'on pourrait imaginer, on va numériser le fond et on va surtout construire une interface sensible, et c'est là où les arts numériques interviennent, c'est-à-dire comment on peut finalement sortir d'une visite trop scolaire ou trop didactique, et c'est donc ça qu'on explore là, en essayant d'imaginer d'autres manières de se relier à ce corpus, d'en prendre connaissance, de pouvoir même naviguer dans ce corpus. C'est avoir aussi une relation, une corporéité ou une relation corporelle avec un corpus, parce que le virtuel le permet. On peut être immergé, et donc on peut découvrir ce fond autrement que par une lecture purement cognitive ou scolaire. Voilà. Donc on essaye de travailler ces aspects-là qui font appel à la sensibilité et à une esthétique différente de la façon d'exposer et de montrer les fonds musées.
Alors nous avons un deuxième projet qui a démarré au départ sur le livre numérique et en particulier sur cette problématique du livre numérique enrichi que j'évoquais précédemment. Donc on a découvert que des entreprises maîtrisaient cette technologie. En revanche, l'objet étant à peu près inqualifiable d'un point de vue juridique, ça pose des très gros problèmes pour signer des contrats et ça pose aussi des problèmes de diffusion puisqu'en fait les plateformes de diffusion de contenu de livres numériques ne permettent pas de visualiser les enrichissements. Si vous vous mettez sur une plateforme Apple ou Amazon, etc., vous allez voir le premier de couverture, mais vous n'allez pas comprendre que ça s'anime et vous n'allez pas comprendre non plus pourquoi on vous propose un contenu culturel à 1 € et puis pourquoi celui-là, il vous est proposé à 10 € ou à 15 €. Parce que justement, le fait qu'on ne voit pas les enrichissements, finalement, ça annihile l'effort d'innovation. Et donc, il y a une grosse difficulté là aussi pour vendre et convaincre le public, convaincre par exemple des parents que des albums illustrés de cette manière-là, mais qui seraient numériques, ont un intérêt effectivement pédagogique, peuvent émerveiller l'enfant, peuvent lui apporter un plaisir de lecture supérieur peut-être à un livre, on va dire, ou un album illustré classique. Donc ça, on a découvert un peu ces problématiques-là. En s'intéressant aux livres numériques, on a découvert aussi que les livres numériques peuvent se connecter. On peut l'augmenter aussi en laissant des traces, des commentaires. Donc là aussi, il y a des enjeux juridiques. À qui appartiennent les commentaires, par exemple, que vont laisser des lecteurs qui vont avoir accès à un livre numérique, mais dans une médiathèque publique? Donc tout ça, ce sont des données personnelles. Donc le RGDP est arrivé juste au milieu de tout ça. Et donc on est bien sur des véritables sujets d'actualité. À partir du moment où une médiathèque publique recueille comme ça à travers les activités que rendent possibles les technologies sur, par exemple, un livre, il y a quand même des enjeux de responsabilité. Qui est responsable? Qu'est-ce qu'on fait de ces données? À qui appartiennent-elles? Et comment on peut cadrer ces nouveaux usages pour qu'ils répondent justement à un certain nombre de règles, on va dire, qui ont été définies soit au niveau européen, soit au niveau français, etc. Donc il y a cet aspect-là. Mais le livre numérique enrichi reste marginal en France. Ce marché n'arrive pas à évoluer. Donc on s'est dit, il faut qu'on élargisse un peu notre point de vue. Et du coup, on l'a ouvert aux objets connectés. Objets et services connectés. Donc les objets connectés, il y a beaucoup de jouets qui se connectent et qui posent vraiment des très gros problèmes. Les écrans de télévision connectés aussi. Donc voilà, du coup on s'est intéressé d'un peu plus près à ces objets-là. On a organisé un grand colloque sur les objets connectés donc avec le CECOJ, le laboratoire de droit. Et c'est vrai que les questions que posent les objets connectés sont assez vertigineuses et ça vaut le coup quand même de creuser ces questions d'un point de vue juridique pour aussi aller à terme, ce serait notre souhait, c'est aussi éduquer finalement les lycéens, les parents aux enjeux que posent ces produits et aller même éduquer peut-être un certain nombre d'industriels qui découvrent. Ils voient que la tendance est de connecter un jouet, mais finalement un industriel du jouet n'a pas une compétence très élevée dans le domaine des télécommunications, de protocoles qu'il ne connaît pas. Vous voyez, c'est toujours ce même problème d'hybridation. On hybride des fonctions, donc ça rend peut-être l'objet plus intéressant à court terme, mais on hybride aussi de véritables compétences et surtout de véritables responsabilités pour l'entreprise. Et là, il y a vraiment une réflexion à avoir pour avoir un comportement socialement responsable et maîtriser ce que l'on fait. Donc on travaille sur la portabilité des données qui est prévue dans la loi pour une république numérique. On travaille aussi sur le règlement européen de la protection des données personnelles. Et voilà, on essaye d'en comprendre les enjeux et on essaye aussi de travailler sur comment on peut éduquer à une plus grande responsabilité, une plus grande prise de conscience de ces enjeux-là et de l'importance de maîtriser sa vie numérique, ce qui devient assez compliqué aujourd'hui.
Alors le troisième domaine sur lequel l'équipe travaille également, c'est le domaine du cinéma numérique, avec deux grands axes. D'abord le rendu 3D, on va dire, en tout cas le cinéma 3D. Donc là, on a la 3D stéréoscopique, et cette 3D est très utilisée pour un certain nombre de produits comme des longs métrages d'animation. Elle pose des problèmes de fatigue oculaire, parce que c'est pas toujours simple d'accommoder les deux yeux, etc. Et elle pose aussi des problèmes à l'ensemble des personnes qui travaillent sur la chaîne graphique. Donc là, on travaille avec le laboratoire XLIM et Chaker Larabi en particulier. Et ce laboratoire est très impliqué dans la définition des standards internationaux de l'industrie du cinéma. Et donc là, ils font toute une étude sur effectivement l'impact, on va dire, sanitaire de ce type de contenu pour essayer de contribuer à l'établissement d'une norme internationale. Et vous voyez que c'est un lien direct après aussi avec l'immersion. Il travaille sur le High Dynamic Range, c'est le rendu HDR, c'est donc arriver à une image beaucoup plus nette à travers des techniques de surexposition et de sous-exposition de la même image. Ça fait ressortir des choses que l'on ne voit pas forcément. Donc là, c'est des techniques assez particulières et on va aller dans les années qui viennent sur tout ce qui est l'environnement immersif, le cinéma immersif. Et donc c'est le cinéma aussi 360 degrés où on est complètement pris dans un autre univers. Donc on va continuer à travailler sur ces domaines-là en s'intéressant en particulier aussi aux adolescents, puisqu'on voit qu'un certain nombre de fabricants de casques de réalité virtuelle signalent bien qu'il n'est recommandé de les utiliser qu'à partir de 12 ans. Et aussi l'association des ophtalmologues signale aussi que ce genre de contenu 3D ou virtuel ne devrait pas être proposé à des enfants, par exemple, de moins de 6 ans. Donc là aussi, on voit bien qu'il y a un tâtonnement, hein, c'est des nouvelles technologies, quel impact sanitaire ça peut avoir sur notre développement, le développement des enfants. C'est quelque chose qu'il faut explorer d'un point de vue scientifique et essayer d'établir ou de contribuer en tout cas à l'établissement de normes qui soient partagées et qui soient diffusées aussi auprès des parents et de la population.